Brunei occupant. Brunei occupant. 2022-2025, la guerre en Ukraine dure depuis maintenant 3 ans et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle équipe gouvernementale aux États-Unis promet le règlement du conflit rapidement. Nous ne sommes pas dupes, les choses ne sont pas si simples. Surtout, on a du mal encore aujourd'hui à comprendre réellement la nature de cette guerre, de quoi elle est le sens. Est-ce une guerre qui est une survivance, un archaïsme, quelque chose qui n'est que la prolongation des conflits du XXe siècle, voire du XIXe siècle? Ou est-ce qu'au contraire, avec ce qui vient de se passer là depuis 3 ans au Donbass et ailleurs, nous sommes face à quelque chose de totalement nouveau, l'entrée dans le XXIe siècle de la conflictualité? Bref, s'il fallait formuler un sujet pour une dissertation à traiter en 3 parties, par exemple, vraiment de façon totalement innocente, eh bien, je poserais cette question: la guerre en Ukraine depuis 2022 est-elle la dernière guerre du XXe siècle ou la première du XXIe? En gros, et là vous formulez une problématique, est-ce que cette guerre est un archaïsme, une survivance, une continuation qui serait incarnée par le vieillissant monsieur Poutine? Ou est-ce que c'est quelque chose de totalement neuf, le prototype des nouvelles formes de conflictualité que nous pouvons rencontrer dans notre monde absolument contemporain? Et là, peut-être qu'un personnage comme Volodymyr Zelensky incarnerait bien cette nouvelle tendance, cette nouvelle façon de faire la guerre. Alors, comment traiter ce sujet en 3 parties, de manière extrêmement classique? Mais dans une première partie, je dirais que cette guerre, dans ses motifs, dans les éléments qui ont mené à sortir les armes et à tuer des êtres humains, c'est une guerre qui a des motifs qui sont hérités du XXe siècle, hérités du passé. Ensuite, dans une deuxième partie, nous montrerons que son déroulement est également marqué par toute une série de traditions militaires du siècle dernier, voire des siècles passés. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous verrons que cette guerre, malgré tout, innove énormément et qu'elle nous fait entrer dans une nouvelle ère. Nous passons un seuil, on ne fait plus la guerre comme avant, même si les outils, les moyens, les entraînements des militaires et le matériel qui est à leur disposition datent plutôt du XXe siècle, les façons de faire et de penser, de concevoir la guerre ont radicalement évolué. Pour la première partie, donc, une guerre qui est un héritage du XXe siècle, cette guerre a pour motivation première des conquêtes territoriales. C'est une guerre entre États. Or, depuis la fin des guerres de décolonisation, par exemple, tous les conflits qu'on avait rencontrés à la surface du globe étaient des conflits plutôt intra-étatiques, des guerres civiles ou des conflits de faible intensité, des conflits frontaliers un peu gelés comme entre l'Inde et le Pakistan. Là, il s'agit d'un pays qui en envahit un autre pour faire des conquêtes. C'est extrêmement traditionnel comme motif. Certains ont comparé Poutine à Staline, c'est plutôt à Pierre le Grand, le tsar russe du début du XVIIIe siècle. Poutine se voit comme un grand conquérant, comme quelqu'un qui va restaurer et agrandir l'emprise territoriale de la Russie éternelle. Il revendique aussi une certaine forme de religiosité orthodoxe et un héritage culturel. C'est quelque chose de très traditionnel. Ça nous renvoie aussi dans une opposition traditionnelle Est-Ouest à l'échelle de l'Europe, opposition que l'on a aussi constatée pendant la guerre froide, mais qui est beaucoup plus ancienne finalement, et que déjà Hitler et Staline en leur temps avaient un petit peu exploité et théorisé. Autre aspect dans cette première partie sur les causes un petit peu archaïques de ce conflit, c'est le contentieux frontalier. À une époque où le monde est ouvert, où on parle de mondialisation et de fin des frontières, voilà que 2 peuples qui à l'origine étaient relativement proches se séparent, tous les opposent, la langue, la date de Noël, l'idéologie pro-européenne et pro-russe, tous les séparent autour d'une frontière issue des négociations des années 1990-91, frontières que tout le monde avait reconnues et admettait et qui aujourd'hui font l'objet d'un contentieux autour de la question de la Crimée et du Donbass. Ensuite, on aurait pu croire, à la manière de Samuel L. Huntington, à un choc des civilisations. Et la propagande des 2 camps essaie de nous vendre cette idée de choc des civilisations qui est très moderne, très 21e siècle. Or, si on regarde bien, ce n'est pas du tout le choc des civilisations, puisque, objectivement, on a affaire à 2 peuples qui sont de confession religieuse chrétienne, d'économie libérale et de mœurs relativement occidentalisées. La théorie huntingtonienne tient difficilement. Enfin, c'est une guerre de haute intensité qui n'est que la suite d'une escalade qui est passée au préalable par toute une série de crispations économiques, une guerre économique, et aussi par un conflit de faible intensité depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Donc on le voit dans cette première partie, c'est une guerre d'un autre temps.
Maintenant, deuxième partie, dans sa façon d'être, dans sa façon de se mettre en place, cette nouvelle conflictualité apparue en Europe orientale, c'est aussi quelque chose d'assez classique dans son déroulement, dans l'utilisation de traditions militaires. Là, vous pouvez citer des universitaires américains comme Victor David Hanson, qui a écrit le modèle occidental de la guerre, mais aussi Carnage et culture, et qui s'interroge sur la façon occidentale de s'entretuer. Ce n'est pas la manière orientale, ce n'est pas la manière indirecte que l'on va trouver par exemple dans la civilisation musulmane, ou la primauté à la diplomatie et à l'intimidation qu'on trouve dans la tradition chinoise, chez Sun Tzu par exemple. Chez Victor David Hanson, les Occidentaux s'affrontent un contre un, frontalement, que ce soit les chevaliers sur le champ de bataille dans la lice, que ce soit les phalanges romaines ou grecques, que ce soit les armées napoléoniennes ou hitlériennes. C'est une façon d'exploiter au maximum la puissance dans un choc direct. Eh bien, cette guerre obéit à ce modèle occidental de la guerre, avec, on peut le dire, de la chair à canon, des soldats qui sont envoyés au front, qui se font massacrer. Sur les Russes qui meurent au front, les statistiques sont absolument subjugantes. Avec un recours à la guerre des tranchées, des frappes massives, y compris sur les populations civiles, qui renvoient aux idées de blitzkrieg, de bombardement de masse de la Seconde Guerre mondiale, l'usage des blindés, des chars, l'usage donc de canons longue portée, et une idée de guerre qui se déroule sur une carte avec des pions qui avancent comme dans un wargame, l'utilisation aussi massive des explosifs, à la manière de la Seconde Guerre mondiale. Les bombes russes sont très souvent ce qu'on appelle des dumb bombes, des bombes idiotes, des bombes gravitaires qui tombent un petit peu au hasard. Et de temps en temps, on a des missiles de croisière un petit peu mieux guidés, qui eux ne tombent pas au hasard lorsqu'ils ciblent des hôpitaux par exemple. C'est aussi une guerre de coalition, comme les guerres classiques. Il y avait des coalitions anglo-prussiennes, russes et autrichiennes contre Napoléon. Il y a eu des coalitions pendant la Première Guerre mondiale, triple alliance contre triple entente. Et là, on retrouve ce système de coalition. D'un côté, les Russes, leurs alliés, nord-coréens, Iran. Et puis d'un autre côté, les Ukrainiens, leurs voisins, protecteurs et amis européens. Et au-dessus, l'OTAN, les États-Unis. On retrouve un scénario finalement proche de la guerre froide, un héritage de la guerre froide, mais qui n'est pas totalement l'héritage de la guerre froide, je l'ai dit, qui est plus quelque chose lié à la grandeur russe éternelle autour de l'image du tsar, que ce soit Pierre le Grand ou Vladimir Poutine. Dans cette guerre, l'ONU, qui est une nouveauté depuis 1945, semble un modérateur totalement tétanisé, aphone, le Conseil de sécurité est bloqué. Donc on peut dire que dans les façons de faire la guerre, on est revenu à une époque pré-ONU. L'ONU, finalement, ressemble de plus en plus à la Société des Nations. Enfin, la menace nucléaire est brandie régulièrement, comme si c'était une espèce de spectre lointain, mais comme si aussi on préférait utiliser les bonnes vieilles méthodes, recruter des soldats, les former à la va-vite, les envoyer au front et utiliser des kalachnikovs, des blindés légers, des champs de mines et des techniques qui sont très proches de celles de 1914-1918. Tout ne sent pas la rouille et la vétusté dans cette nouvelle conflictualité apparue en Europe. Il y a aussi des choses totalement nouvelles. Le premier point qui nous choque, ce sera donc notre grand 3, c'est l'idée que la guerre puisse revenir. On avait pensé que la guerre disparaîtrait d'un continent aussi avancé et civilisé que l'Europe. Or, elle revient. Il y en a un qui s'est planté, c'est Francis Fukuyama, le spécialiste américain qui, dans les années 90, prophétisait la fin de l'histoire, la fin de la conflictualité et l'entrée dans une ère de prospérité durable, éternelle, perpétuelle autour de valeurs comme la démocratie, le commerce libéral et la liberté d'expression. On le voit, les illusions des années 90 n'ont pas tenu. Samuel L. Huntington, dans Le choc des civilisations, nous avait mis en garde, même si pour lui, la guerre ne pouvait pas se faire entre économie libérale et culture européenne. Là, il s'est trompé. La nouveauté dans cette guerre, c'est la complexité. Une guerre, c'est toujours compliqué, mais là, ça devient complexe. Au sens scientifique et mathématique du terme, quelque chose de difficilement compréhensible, appréhendable. On a parlé de guerre hybride. Cyberattaques, sabotage, désinformation, le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne se déroule pas seulement sur le champ de bataille. Grand angle ce soir sur ce qu'on appelle la guerre hybride. Alors plusieurs auteurs peuvent revendiquer ce concept de guerre hybride. L'américain James Mattis, le russe Valery Gerasimov, actuellement un haut gradé de l'armée russe, un proche conseiller de Poutine. Mais en fait, cette guerre hybride, elle est théorisée depuis très très longtemps. C'est l'idée d'utiliser
aussi bien les menaces numériques, cybernétiques, la guerre économique via le blocage de réseaux bancaires, le harcèlement numérique, mais aussi informationnel via des médias classiques. La guerre hybride, c'est également essayer de couper les télécommunications de l'adversaire. Et on a vu des navires russes ou chinois marauder autour de câbles de télécommunications occidentaux. C'est faire la guerre avec des intermédiaires. On n'a rien inventé. Les mercenaires, c'est très ancien. Ça remonte au moins à la Grèce antique. Mais le fait d'envoyer comme ça des proxys, des intermédiaires se battre à votre place. Les mercenaires de Wagner, des mercenaires tchétchènes, des brigades internationales. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas foncièrement nouveau, mais qui est une résurrection, un retour de quelque chose qui ne se faisait plus. La technologie aussi rend la guerre bien différente, même si les armes, les munitions sont on va dire des vieilles pétoires, des vieux calibres d'une autre époque. Il y a aussi à côté de ça des drones, des modèles numériques de terrain, la constellation de satellites mise à disposition par Elon Musk, et le fait que le champ de bataille, comme on dit, est désormais transparent. Grâce à l'observation satellite, grâce aux caméras embarquées sur des petits drones à 150 €, on a une information en temps réel et une conception des opérations militaires bien plus véloce, bien plus rapide, bien plus réactive qu'auparavant. Avant, l'armée ukrainienne n'avait pas d'unité dédiée uniquement aux attaques de drones. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Enfin, c'est une guerre qui est extrêmement limitée. On a tout fait pour empêcher une escalade comme celle de 14-18 ou comme celle de 39-45. On essaye à tout prix d'éviter quelque chose qui serait un emballement catastrophique parce que nous sommes dans une économie mondialisée interdépendante. Nous dépendions, il n'y a pas si longtemps que ça, du gaz russe. Et c'est l'idée, derrière la guerre, qu'il y a ce fameux effet papillon qui est quelque chose d'une totale modernité. L'idée que dans un monde totalement connecté, totalement interdépendant, le battement d'aile d'un papillon quelque part en Europe peut entraîner un cyclone, un ouragan en Amérique latine. Là, l'effet papillon, on en a déjà quelques exemples parce que cette guerre longue et pénible en Ukraine a eu des répercussions sur la capacité de l'Iran à être à la fois au four et au moulin, à soutenir le Hamas, le Hezbollah et l'allié russe. L'Iran a des difficultés, Gaza en fait les frais, le Hezbollah libanais en a fait les frais, Israël en tire une puissance, une certaine résurrection de sa puissance. Plus loin à l'est, Taïwan observe les choses avec énormément d'intérêt, et les Chinois aussi. S'il y avait une victoire russe, il pourrait y avoir une victoire chinoise à Taïwan. S'il y a une défaite russe, il est possible que les Chinois renoncent à leur velléité sur Taïwan. Et puis, le régime syrien s'est effondré, il était soutenu par les Russes. Et puis, on entend parler ici et là aux États-Unis, chez Donald Trump, de viser sur le Groenland. Le Groenland, il permet de surveiller le cercle polaire, et les Russes ont des ambitions sur le cercle polaire. Bref, cette guerre, faite avec des moyens anciens, à partir de prétextes hors d'âge, est également le laboratoire de la modernité. En conclusion, on peut dire que cette guerre, elle révèle le revanchisme de pays qui ont été les perdants du XXe siècle, d'empires qui ont disparu au XXe siècle. L'empire russe, l'empire chinois, on a aussi l'empire turc et l'empire perse. Ce retour de la guerre, comme dit François Hesbourg, cette nouvelle guerre des mondes, comme dit Bruno Tertrais, est-elle le premier round d'un match long et pénible, ou est-elle simplement un coup de semonce qui est là pour nous rappeler qu'il ne faut pas faire la guerre et que des nations intelligentes et développées préféreront toujours la négociation et l'intimidation au véritable passage à l'acte ?